Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour votre journal du vendredi 24 octobre. À la une, la dermatose nodulaire contagieuse des bovins gagne du terrain. Détectée pour la première fois en France au mois de juin dernier en Savoie, l'épidémie s'est rapidement propagée à d'autres départements. Pour le moment, l'Indre-et-Loire est préservé, mais les éleveurs subissent déjà des contraintes sanitaires. Nous prendrons ensuite la direction d'Azay-le-Rideau. Sur place, l'une des plus anciennes friches du département pourrait être détruite. Un débat vieux de 30 ans dont la mairie souhaiterait s'emparer. Elle a lancé une enquête publique à ce sujet. Et puis, nous vous mettrons l'eau à la bouche à la confiserie d'Amboise. Idée sortie pendant les vacances scolaires, ce conservatoire propose des visites de ses coulisses, des visites participatives, puisque petits et grands peuvent même mettre la main à la pâte. Mais d'abord, vous en avez peut-être déjà entendu parler, la dermatose nodulaire contagieuse des bovins est présente en France depuis la fin du mois de juin dernier. Apparue en Savoie, elle s'est depuis propagée. À ce jour, on compte 91 foyers détectés dans le pays. Si pour le moment le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire sont épargnés, n'en reste pas moins que les mesures nationales préventives imposées depuis le 18 octobre dernier impactent nos agriculteurs. Des agriculteurs qui prennent l'affaire très au sérieux. Faustine Luneau, Louis Marmion et Hélène Chaplet les ont rencontrés. Depuis juin dernier et la détection d'un premier cluster de dermatose nodulaire en Savoie, les éleveurs sont sur le qui-vive. Même si aucun cas n'a encore été identifié en Indre-et-Loire, les exploitations tourangelles sont elles aussi soumises à des restrictions. Depuis le 18 octobre dernier, concours, foires et salons sont interdits et aucun bovin français ne peut quitter le territoire métropolitain. Pour Laurence Daguet, éleveuse de vaches laitières, c'est surtout la crainte de perdre ses animaux. Si une de nos vaches l'avait, l'impact est énorme parce que ça veut dire que le troupeau entier est abattu, donc il y a le coût économique. Même avec l'assurance, c'est un gros coup de frein pour l'entreprise. Et après, mentalement parlant, je pense que c'est très très dur. Chez tous les éleveurs, c'est donc une surveillance de chaque instant, car cette maladie transmise de bovin à bovin par piqûre d'insectes, notamment celle des taans et de certaines mouches, peut se répandre très rapidement et les symptômes sont caractéristiques. Quand il y a de la dermatose, il y a des nodules, ça fait plein de nodules au niveau de la peau, de l'hyperthermie et jusqu'à la mortalité des animaux. Pour Richard Courtigné, président du groupement de défense sanitaire d'Indre-et-Loire, les mesures de biosécurité qui limitent le déplacement des animaux sont un mal nécessaire. Les exportations, le commerce des veaux de 15 jours en laitier, les broutards, etc. Je mesure l'impact, mais c'est pour 15 jours, 3 semaines. Parce qu'il y a quand même énormément d'éleveurs qui prennent ça un petit peu à la légère encore. C'est pas une petite grippette qui passe comme ça. Il y a des baisses de production, c'est catastrophique. Je veux dire. Un cluster, un troupeau atteint à un endroit, c'est 50 km à la ronde qui sont bloqués. Même si un vaccin existe, aujourd'hui, seuls les bovins situés dans ces zones réglementées d'un rayon de 50 km autour d'un cluster peuvent se le voir injecter. Et l'Indre-et-Loire n'en fait pas partie. L'objectif, c'est d'éradiquer la maladie en France et en Europe et d'aller très vite. Donc là, actuellement, on est sur une stratégie où on déploie la vaccination dans les zones réglementées, là où il y a eu des foyers et où on est en train de lutter pour que ça ne se diffuse pas. Si aucun autre cas n'est détecté, les restrictions pourraient être levées le 5 novembre. Et à noter que cette maladie n'est pas transmissible aux humains. Kellyanne Moore, championne du monde de barres asymétriques à Jakarta, en Indonésie. Après son titre de championne olympique, c'est le premier titre mondial décroché par l'ancienne licenciée du club de gymnastique d'Avoine-Beaumont. Il reste encore une chance de médaille pour Kellyanne Moore qui disputera demain la finale de poutre. Toute la Touraine sera bien sûr derrière elle. Direction à présent Azay-le-Rideau où un débat vieux de 30 ans refait surface. À la fin des années 80, une station-service y fermait ses portes. Elle est depuis devenue l'une des plus anciennes friches tourangelles. La mairie souhaiterait désormais la détruire pour la remplacer par un parc public. Mais avant cela, la population est invitée à se prononcer à Azay comme ailleurs. Faustine Luneau s'est rendue sur place. La nature a désormais repris ses droits sur cette ancienne station-service. Fermée en 1989, puis laissée à l'abandon par ses propriétaires, c'est désormais une verrue dans le paysage d'Azay-le-Rideau. D'autant que son emplacement est particulièrement visible, notamment par les milliers d'automobilistes qui empruntent chaque jour la départementale 751. En 30 ans, le dossier est passé plusieurs fois sur la table des maires qui se sont succédés sans jamais aller au bout. Aujourd'hui, une enquête publique relance le débat. Les citoyens sont invités à se prononcer sur un projet de démolition de cette station-service auprès d'un commissaire enquêteur qui devra ensuite rédiger un rapport. Il y a le rapport qui est factuel, qui dit voilà, il y a une station-service, ça fait 36 ans qu'elle est abandonnée, il y a
peut-être une pollution, il y a un certain nombre de choses à faire. Ça, c'est l'aspect factuel. Puis, il y a à côté ce qu'on appelle les conclusions motivées du commissaire enquêteur. Et là, on donne notre avis sur cette enquête. L'organisateur de l'enquête n'est pas obligé de le suivre. On a le dossier que les gens peuvent consulter. Un dossier mis à disposition du public dans lequel la ville y décrit son projet, démolir la station et renaturer ce terrain pour en faire un espace vert marquant l'entrée du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Pour cela, la municipalité veut donc entamer une procédure d'expropriation afin de récupérer la parcelle. Elle espère que cette consultation citoyenne lui permettra d'appuyer sa demande de déclaration d'utilité publique. La famille n'a jamais donné suite. Donc nous, on a vraiment fait le constat que la procédure à l'amiable n'était pas possible. À la fin de cette enquête publique, on statuera sur l'expropriation des propriétaires. Il faudra qu'on trouve un accord sur le prix de vente de la parcelle. Et en plus, il faudra que nous, on fasse la dépollution et la renaturation. Donc ça va y avoir un coût pour la population. Car même si un diagnostic environnemental des sols a été fait, selon la municipalité, rien ne prouve aujourd'hui que les cuves de carburant ont été dépolluées. Ces observations sont consultables en mairie et sur le site de la préfecture jusqu'au 31 octobre, date de clôture de l'enquête publique. Et si vous souhaitez apporter votre pierre à cette enquête publique, vous pouvez le faire en ligne ou par courrier avant le 31 octobre ou bien venir en mairie rencontrer le commissaire enquêteur qui tiendra une permanence ce fameux 31 octobre de 14h à 17h. À Saint-Pierre-des-Corps, la gauche part divisée, alors que le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes partent ensemble dans la course à la mairie. La France insoumise vient d'annoncer son candidat. La tête de liste sera donc Thomas Delplace, co-chef de file des Insoumis à Saint-Pierre-des-Corps. En politique toujours, le budget 2026 est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale. Un budget qui prévoit une baisse de 44% du fonds de soutien à l'expression radiophonique qui aide les radios associatives françaises. Cette baisse mettrait en péril la moitié des structures du genre en France. Des structures présentes également sur notre territoire comme Radio Béton. Si le budget est voté, la Tourangelle pourra-t-elle survivre et avec elle ses autres activités comme le festival Au Quart de Tour? Arnaud Potier leur a posé la question. Vous êtes sur le 93.6 Radio Béton, il est midi et c'est le début de la midinale. Je suis Charles, animateur vedette de votre radio préférée. Charles anime toujours avec cœur son émission sur la pause méridienne. C'est le cœur même de Radio Béton, connu par tous les Tourangeaux, de la passion, de l'info et des émissions de qualité. Et si en apparence tout semble aller pour le mieux dans ce studio, une nouvelle inquiète Charles, la réduction du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Je pense qu'avec la baisse du FSER et les pertes que ça va engendrer, on va perdre de notre capacité à vraiment être sur le front, sur l'actu, au cœur des choses. Ça va être beaucoup plus laborieux, c'est sûr et certain. Un étage en dessous, dans l'open space de Radio Béton, on retrouve Mélissa, la coordinatrice d'antenne. Elle aussi s'inquiète de voir baisser drastiquement ce fonds de soutien qui représente 50% des recettes de la radio. Un poste en moins à la radio, eh bien, c'est d'autres choses qui vont découler de ça. C'est donc, par exemple, une personne qui sera plus amenée à faire les plateaux en extérieur qui nous rapportent de l'argent, à réaliser des spots publicitaires qui nous rapportent de l'argent. Donc, en fait, la perte du FSER et donc la perte d'un salarié engrainera la perte de revenus supplémentaires. Cette baisse prévue pour 2026 rend la vie encore plus dure au monde de la radio associative, mais elle entache également toutes les missions sociales que ces antennes locales assurent. C'est pas que de la culture, la radio, c'est du social, c'est un lien social, c'est un lien humain aussi avec les gens. Et nous, des fois, on n'est pas une MJC, mais ici à la radio à Béton, et depuis 1986, voire 85, c'est une radio qui accueille tout le monde, les émissions rail, les émissions les jeunes des quartiers. Autre exemple dans une radio de notre territoire, Radioactive à Amboise. Ici, une journaliste travaille à plein temps pour offrir un JT et des émissions chaque jour. Couper de 44% les subventions conduirait tout simplement au licenciement et à l'arrêt de la diffusion de la radio. Un crève-cœur pour le président de l'association. Si on n'a pas cette subvention, c'est bien clair, Radioactive n'existera plus. Aussi bien sur la partie de l'Amboisie que sur le territoire de l'Est Tourangeau avec le 97. Donc on est tenu à ça, quoi.
Sur les près de 700 radios associatives que compte la France, la moitié d'entre elles pourraient fermer avec ces coupes budgétaires, signant au passage la fin d'une information locale. Toutes les structures sont déjà mobilisées pour tenter, comme l'année dernière, de faire reculer le gouvernement. Il est maintenant l'heure de vous mettre l'eau à la bouche. La confiserie d'Amboise propose aux gourmands des visites de ses coulisses. Le conservatoire vous permet ainsi de découvrir les secrets de ses sucreries. Des visites participatives puisque chacun peut s'essayer à la confection de sucettes. Une idée d'activité pour vos vacances que vous propose Léa Turquier. Une délicieuse odeur sucrée flotte dans l'air. Teddy est en train de confectionner des pastilles à la menthe. Après avoir ajouté l'arôme, la préparation est refroidie avant d'être détaillée en bonbons sous les yeux de visiteurs largement captivés. Mais la saveur mentholée ne fait pas l'unanimité. C'est pas du tout bon, ça sent trop la menthe. J'attendais plus que ça, voir comment fabriquer des bonbons. Le travail du sucre est quand même intéressant, outre le goût et les goûts de chacun, quoi. Je suis une maman qui essaye de faire connaître notre patrimoine, parce que nous sommes du Loir-et-Cher. Et du coup, j'ai dit que confiserie, ça pouvait changer, voilà, pour connaître l'histoire du sucre. Pour mettre tout le monde d'accord, rien de mieux que de la vanille et du caramel. Place à la confection de sucettes tourbillon. Marine tire le sucre à la force de ses bras pour incorporer de l'air à l'intérieur. Le sucre est ensuite façonné sur une rouleuse datant de 1910. C'est la plus ancienne machine encore en fonctionnement du conservatoire. La suite, c'est le public qui s'en occupe. Chacun enroule sa propre sucette avant de la déguster. C'était très bien, très bonne. Elle a goût de vanille. Au chocolat. C'est vraiment artisanal. Par contre, la sucette, elle est bonne. Oh ben, elle est extraordinaire. En plus, quand on l'a fait, c'est encore mieux. Non, c'était très bien. Et puis, c'est rare de voir ce côté artisanal, en fait. Faire perdurer ce savoir-faire artisanal, c'est justement tout l'enjeu du conservatoire de la confiserie d'Amboise. En France, il existe un CAP et un BTM en chocolaterie-confiserie qui n'ont de confiserie que le nom. Il n'y a pas du tout de confiserie ou très peu qui a pris au CFA. Et donc, nous, le but, c'est de prendre des apprentis et le fait d'ouvrir comme ceci le laboratoire permet peut-être de créer des vocations, de montrer à des jeunes que c'est un métier qui existe encore et qu'il n'y a pas que les industriels qui existent. Des visites sont possibles tout au long de l'année avec beaucoup plus de créneaux lors des vacances scolaires. Toutes les informations pratiques sont à retrouver sur leur site internet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi, 18h45 pour une nouvelle édition. D'ici là, passez un excellent week-end sur Val de Loire TV.